Yo yo yo! On va profiter de la sortie du nouveau film de Clint Eastwood pour vous parler justement d'une saga qui l'a rendu mythique. Et le mot est bien choisi parce qu'on va profiter justement de cette saga et de cet épisode pour vous expliquer comment créer un mythe et aussi surtout comment on le décline en bien ou en mal tout au long des épisodes et tout au long de la saga. Ce qui est sûr par contre, c'est que c'est en bien quand vous vous abonnez à la chaîne et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter parce que ça permet de nous soutenir et ça fait plaisir. C'est vrai que dans le nouveau film de Clint, c'est en tant que réalisateur et il joue pas dedans. Mais on voulait vraiment vous parler de cette saga qui a marqué son temps et qui a aussi créé des enfants. Mais trêve de bavardage parce que la vidéo déjà va être assez dense, donc c'est parti pour la saga Dirty Harry. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les films un par un et qu'on va voir comment le mythe évolue au fur et à mesure des films. On va surtout parler du premier parce qu'évidemment, c'est celui qui instaure l'univers et qui instaure le mythe. Et ensuite, on va voir les déclinaisons au fur et à mesure. Mais au-delà de Clint Eastwood, ce qui est intéressant, c'est aussi ceux qui ont participé à la création et au développement de cette saga. Alors attention, on va faire pas mal de name dropping, mais ça vaut le coup. Déjà, le premier est réalisé et produit, qui est un détail important, par Don Siegel, avec qui Clint a déjà travaillé plusieurs fois. Sans doute son plus connu, c'est L'évadé d'Alcatraz. Et le scénario est signé par plusieurs personnes, mais dont surtout John Milius et Terrence Malick. Bon, je sais pas à quel point Malick a participé au screenplay, donc on le laisse de côté, mais John Milius, c'est le réalisateur de Conan le Barbare, et puis au passage scénariste d'Apocalypse Now. Et il participera aussi à l'écriture du 2 avec un autre sacré bonhomme, Michael Cimino. Un réalisateur devenu le maître d'Hollywood après le succès retentissant de Voyage au bout de l'enfer et qui, le film d'après, est tombé dans l'oubli avec Les Portes du Paradis qui s'est vautré au box-office. Les destins déchus d'Hollywood. Une grande histoire. Bref, si je vous parle de ces gens-là, c'est pour vous expliquer que cette saga, elle est pas née de n'importe qui. C'est des gens qui ont déjà prouvé tout au long de leur carrière, qui savent ce qu'ils font, qui ont une vraie vision surtout, et que c'est des auteurs. Donc passons au premier des films, Dirty Harry. Et juste pour prévenir, on va spoil franchement pas mal, parce que pour expliquer l'évolution du mythe, on est obligé de raconter les tenants et les aboutissants des films. Donc juste pour prévenir, on spoil. C'est l'histoire d'un tueur en série qui réclame 200 000 $ à la police de San Francisco, et tant qu'il n'aura pas son argent, il tuera une personne par jour, et ce sera l'inspecteur Harry Callahan qui va s'occuper de cette affaire. Donc un tueur anonyme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film est sorti en 71, en plein contexte du Zodiac. Pour ceux qui savent pas, c'était un tueur en série en fait qui envoyait des trucs. Regardez le film Zodiac de Fincher, déjà il est génial. Et puis voilà, c'était un vrai tueur en série, l'histoire elle existe. Et c'est ouf, en 71, en pleine période, en plein Zodiac, de faire un film comme celui-là en fait. Ce qui va nous intéresser en premier, c'est comment ils vont personnifier le personnage d'Harry Callahan. Donc c'est un bad cop qui lâche punchline sur punchline. Déjà dès le début, lors de la scène dans le bureau du maire, il montre que le personnage s'en fout de la hiérarchie. Donc la caractérisation est déjà très forte. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la scène d'après. Il repère qu'il se passe un truc, et il va espérer justement qu'il se passe rien, qu'il puisse manger en paix, mais dès le premier croc, l'alarme sonne. Alors il sort et il se met à tirer pour stopper les voleurs. Mais il est toujours en train de mâcher son hot dog. Ça paraît tout bête comme ça, mais pourtant c'est tellement intelligent parce que ça le rend totalement détaché à la scène. Il a un côté je m'en foutiste et en même temps hyper sûr de lui parce qu'en plus, il bute tout le monde. Et donc là, en 10 minutes, le personnage est caractérisé. C'est un flic qui n'a rien à foutre de la hiérarchie, qui est là pour la justice et pour arrêter les méchants. C'est tout. Et qui en plus de ça est bon tireur en fait. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai qu'en tant que spectateur, il y a des questions qu'on se pose pas, alors qu'en tant que réal, il faut se les poser ces questions. Comme par exemple, comment filmer le temps qui passe? Regardez juste avant la scène que je vous ai montrée. Le mec fume, puis il jette sa clope par terre, et dans le même plan, on voit tous les mégots par terre. Donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est là. C'est tout bête, et c'est juste génial comme idée. Et puis on le voit parce que Harry le voit, et c'est comme ça qu'il sait qu'il se passe un truc. Bref, c'est court, mais c'est ce genre de petits détails qui font les grands films. Mais pour en revenir au personnage, il est très bien écrit. Déjà un truc que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est un bad cop, mais sans avoir les clichés du mec alcoolique. Il est certes solitaire, mais il est pas non plus complètement misanthrope. Et puis, il y a quand même ce truc-là du gars qui n'a rien à perdre. On apprend au fur et à mesure du film que sa femme est morte, et puis même sa façon de gérer les situations, et qu'il accepte toutes les mauvaises affaires. Il est comme dans une course au suicide inconsciente. Ce genre de personnage qui s'en fout de tout, mais c'est écrit d'une manière vraiment subtile. Et du coup, ça contourne un peu les poncifs du genre. Et justement, cette image qu'on lui crée au début va être redéfinie tout au long du film, par son nouveau partenaire, qui va d'ailleurs être une constante dans la saga, d'utiliser le coéquipier d'Harry pour le définir en tant que personnage. Et c'est au travers des yeux de Chico qu'au fur et à mesure, il montre que la hiérarchie se sert justement de ce côté je m'en foutiste de Harry pour le mettre sur les mauvais coups parce qu'il sait qu'il acceptera. Alors j'en ai pas encore parlé et pourtant c'est sans doute l'élément le plus important. C'est ce qui va donner son image à la saga et au personnage. C'est son arme, le 44 Magnum. Tellement important que dans le premier, ils en ont fait une punchline mythique. C'est pas anodin de choisir cette arme. Ça permet de définir le mythe aussi. Parce que d'un seul coup, il sort du lot des autres vigilantes qui auraient pu avoir avant lui. Et puis un policier avec une arme aussi balèze, c'est un peu une liberté. Mais ce qui va faire que ce film n'est pas juste
juste un vigilante banal, justement, c'est son propos. Parce que le film a un vrai propos. C'est pas juste le personnage de l'inspecteur Harry qui vient, qui bute des méchants au 44 Magnum, ce qui d'ailleurs au passage aurait pu faire un très bon nanar. Et d'ailleurs, le film possède une structure très particulière, parce qu'au bout d'une heure, 1h10, donc quand on passe dans l'acte 3, Harry a déjà résolu l'affaire. Ils ont trouvé la femme, d'ailleurs le plan est ouf, et le meurtrier va en prison. Et même ce plan-là, c'est tellement un plan de fin de film, mais c'est là que le vrai film commence. Parce que tout ce qu'il y avait avant, c'était pour instaurer son propos. L'histoire de Dirty Harry, c'est un flic qui se rend compte que la justice n'est pas suffisante pour enfermer le meurtrier, que ce pourquoi il se bat est débile et faible, qu'il laisse partir des dangereux meurtriers sous prétexte de ci ou de ça, et il va donc faire sa propre justice. Il va se mettre à filer le meurtrier pour enfin se faire justice lui-même et carrément balancer son insigne dans l'eau à la fin. Et c'est ça qui rend Dirty Harry un film incroyable et important aussi, que ce soit des films comme Un justicier dans la ville qui vient 3 ans plus tard, et même des films des années 90, Il y a du Speed, du Une journée en enfer, et même de L'Arme fatale dans Dirty Harry. Il est conscient aussi de prendre Clint Eastwood dans le rôle, acteur emblématique du western, parce qu'il y a un côté assez western contemporain dans Dirty Harry. Surtout vers la fin, regardez juste ce plan incroyable de Clint sur un chemin de fer qui attend le bus, j'adore. Et puis après la fusillade dans une raffinerie de charbon. Avant de passer au second, une autre petite parenthèse, parce que c'est vrai que le film se passe à San Francisco. Et c'est vrai qu'un mois avant, avec la vidéo de The Game, j'avais dit qu'on voyait plus trop San Francisco au cinéma, et là on enchaîne avec toute une saga qui se passe à San Francisco. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le premier utilise pas trop la ville. En vrai, ça aurait pu se passer dans n'importe quelle autre ville, ça aurait rien changé. Et on va voir au fur et à mesure des Dirty Harry et des différents réalisateurs que l'utilisation de la ville va changer. Donc passons au deuxième avec son titre absolument incroyable, Magnum Force, sorti 2 ans plus tard en 1973. Cette fois, c'est l'histoire d'une série de meurtres commises par un policier motard qui exécute des criminels présumés, et donc Harry Callahan va enquêter sur cette série de meurtres. Avant de parler de Magnum Force, il y a un truc dont je vous ai pas parlé dans le premier film, c'est qu'il a créé une polémique. Il a été taxé de raciste, ce qu'honnêtement on comprend pas trop d'ailleurs, et il a été aussi taxé de prôner l'autodéfense et de prôner et d'être très réactionnaire. C'est pour ça en fait que le 2 ressemble à ce qu'il est. C'est parce qu'ils vont vouloir casser cette image-là. Mais alors pourquoi Magnum Force est génial? Parce que le scénario est tellement intelligent et on peut voir que c'est des mecs comme Cimino et comme Milius qui l'ont signé. Parce que, ok, il y a eu la polémique et ils ont voulu aller à contresens, mais l'art se fait aussi sous la contrainte. Et en plus de ça, quand dans le premier vous racontez l'histoire d'un policier qui se fait justice lui-même, dans le 2, qu'est-ce que vous voulez raconter pour renouveler le propos? Putain, non! Non! Oh, je sais ce que je vais faire. Et donc dans le 2, qu'est-ce que vous voulez faire pour renouveler le propos? Le mec il essaye de tricher. Non, je sais ce que je vais faire. Genre, je vais laisser quand je me trompe, parce que franchement, tout avant, c'était trop bien. Et donc du coup, on va rigoler, je me suis trompé, et je vais cut et je vais mettre le vrai truc. Et au final, prendre cette fois des policiers qui se font justice eux-mêmes, c'est une idée géniale. Harry combat ce qu'il était, mais aussi il montre ses propres limites. Leur méthode à eux, il aime pas ça, c'est pas sa justice à lui. Et puis honnêtement, cette scène absolument incroyable de la piscine là, Harry n'aurait jamais fait ça. Donc au-delà de prendre le mythe à contre-pied, au final, tu le redéfinis encore plus. Petite parenthèse, parce que ça va devenir limite un mauvais running gag ensuite, mais au début du film, à cause du premier, Harry il est plus dans la criminelle. Et il va finir par le réintégrer, mais on y reviendra dans le 3. C'est vrai que je vous parle souvent dans les chroniques ou dans les critiques du scénario, parce qu'il vaut mieux un très bon scénario et un mauvais réalisateur que l'inverse. Et honnêtement, le réalisateur de Magnum Force, c'est Ted Post, et quand vous regardez sa filmo, ça fait un peu peur, quoi. Et juste pour mettre les choses à plat, le mec, il a fait un film avec Chuck Norris... vous voyez un peu le délire, quoi. Et d'ailleurs, Magnum Force aurait pu être un nanar presque, mais le scénario est tellement bon que c'est pas le cas. Et puis au final, la réal est pas si mauvaise. Il y a même de très bonnes idées, parfois. Bon, je trouve le film un peu long, perso, mais il est d'une générosité. Il y a une constante violence pendant tout le film, que ce soit au travers d'Harry ou de la série de meurtres. Et puis, je vous ai déjà vite fait parler de la scène de la piscine, damn. Et même si à la fin, je suis pas fan du mec qui saute dans l'eau, qui meurt là, le finishing du final boss avec la petite punch de Harry, c'est jouissif. Et c'est vraiment ce qu'est ce film. Il est jouissif, en plus d'être intelligent sur le questionnement de son personnage et de son mythe. Et ça passe encore une fois d'ailleurs par le coéquipier. Cette fois, comme Harry est moins borderline dans le propos et dans l'histoire en général, le partenaire est là pour bien appuyer sur le fait qu'Harry est un mec qui fait trop ce qu'il veut, et c'est pas normal. Et c'est d'ailleurs le seul intérêt du coéquipier, de définir Harry, parce que sinon, en vrai, il sert vraiment à rien dans cet épisode. Pour parler vite fait aussi de San Francisco, parce que cette fois, par contre, il utilise beaucoup plus la ville, soit dans une course-poursuite, ou même lors d'une filature. Il laisse vivre la ville autour de ses personnages. Il utilise ce que San Francisco a
a à lui offrir. Et puis pour finir, petite parenthèse, parce que c'est marrant comment le générique de début fait grave James Bond, et comment encore une fois il comprend que limite le 44 Magnum il est plus important que Clint lui-même dans le mythe. Et en même temps comment Magnum Force c'est un anti-James Bond, avec les personnages féminins. Parce que là où l'espion les fait toutes tomber comme un mâle alpha, dans Magnum Force, les femmes prennent les choses en main, elles sont franches et disent directement ce qu'elles veulent. Et ça vient d'abord d'elles, pas de Harry. Et c'est mine de rien assez intéressant comme propos, encore plus avec le film d'après. Dirty Harry 3, The Enforcer, parce qu'en anglais c'est un peu plus sympa, parce que le titre français c'est Inspecteur Harry ne renonce jamais, super en fait. Et The Enforcer au passage ça veut dire l'exécuteur, c'est folklore. Et il est sorti 3 ans plus tard, en 1976. Bon, après le résumé des histoires, c'est toujours un peu la même chose. Il y a un ou des tueurs et Callahan doit les retrouver. Je viens de vous parler de 2 très bons films. Et celui-là, disons qu'il est un peu plus classique. Trop classique. C'est intéressant parce que justement, ça va nous permettre de voir en quoi il ne comprend pas le mythe et l'utilise mal. Parce qu'en 2 films, on a pu voir le personnage évoluer et le mythe du coup se créer. Déjà, John Milius, il est plus à l'écriture alors qu'il l'était sur les 2 premiers. Et ça se sent quand même. Et le réalisateur James Fargo, c'est son premier film. Et ça se sent aussi dans la réalisation. C'est un peu moins inspiré et c'est très classique encore une fois. Mais comme je dis ça souvent là, je vais vous prendre un exemple. Voyez cette course-poursuite sur les toits de la ville? Bon, à cause de YouTube, je peux pas mettre le son, hein. Mais il y a de la musique, ok? Mais à ce moment-là, il y a un crescendo de la musique, donc on sait qu'il va se passer un truc. Boum, la musique s'arrête, le mec tombe. Bon, ok, le mec il reprend ses esprits, Harry il descend, la course-poursuite reprend et là, la musique aussi, elle reprend. Rien que l'utilisation de la musique, c'est tellement obvious. Et c'est ça pendant tout le film. Et attention, hein, c'est pas un mauvais film. C'est un bon petit film. C'est sans plus quoi, c'est sans patoche. Mais aussi parce qu'il comprend pas du tout le personnage d'Harry. Ils ont gardé tous les clichés du personnage et en ont perdu toute l'essence. Où sont les punchlines déjà? Il y en a plus. Même certains mots inhérents au personnage n'existent plus. Et puis ils refont le truc de Harry qui se fait jarter de la criminelle parce que gna gna gna, c'est un flic qui cause trop de problèmes. Il n'y a aucune idée originale dans ce film. Et ça reprend juste les codes des films précédents en les copiant. Et là où avant tout l'intérêt des coéquipiers c'était de définir Harry, maintenant ils ont mis une femme comme partenaire pour faire un pseudo-discours féministe, alors qu'au final, tout ce que le film arrive à faire, c'est à la filmer d'une manière assez misogyne. Déjà, elle apporte absolument rien au personnage d'Harry, et je vous passe tous les moments où elle se fait shade par tous les hommes de l'histoire. D'ailleurs, même la façon dont il filme San Francisco est très basique. Il aurait pu aussi le tourner n'importe où, franchement, ça aurait pas changé grand chose, hein. À part peut-être la fin, parce que la scène de fin, pour le coup, elle est vraiment cool, et le fait d'avoir utilisé Alcatraz, bah c'est vraiment une super idée, et la séquence en soi est vraiment bien en plus, avec un finishing au bazooka, un peu facile, mais bon, c'est fun. Mais du coup, on peut se poser la question pourquoi le 3 est moins bien que le 1? Parce que le 1 aussi, c'est un polar basique, mais pendant 1h, 1h10, et c'est toute la dernière demi-heure justement qui va changer les choses, et qui va amener un propos. Parce que le 3, lui, n'a absolument aucun propos. Et c'est en ça que justement dans le 3, ils n'ont pas compris le mythe de Dirty Harry. Parce que Dirty Harry, c'est pas juste un mec qui bute des méchants au 44 Magnum et qui s'en fout de sa hiérarchie. Et ensuite, on va devoir attendre 7 ans cette fois pour voir le retour de l'inspecteur Harry sur les écrans. Mais cette fois, c'est réalisé et produit par Clint Eastwood lui-même, en 1983. Dirty Harry 4, Sudden Impact. J'adore les titres ricains de la saga. En français, c'est tout simplement le retour de l'inspecteur Harry. C'est moins inspiré déjà. Il reprend aussi le même directeur de la photo que le premier pour celui-là. Et qu'est-ce qu'il est bouillant dans ce film, le Clint! Il est revenu énervé. Et putain, qu'est-ce que c'est jouissif! Juste cette scène de l'ascenseur là, ah comment je la kiffe! Même dans son interprétation, hein, il est tellement plus viscéral. 7 ans plus tard, il est revenu pour en découdre. Et c'est ce qui fait déjà la première différence du 3. Clint Eastwood comprend le personnage. Il revient avec son langage propre, à dire punk tout le temps là. Et il revient avec des sacrés punchlines. Quel kiff! Prenez juste cette scène dans la cafétéria. C'est un festival à punchline. Et c'est génial. On a vraiment l'impression de retrouver le Dirty Harry qu'on connaît et qu'on aimait dans les 2 premiers. Et là où le 3 ne proposait rien, le 4 justement propose plein de choses. Déjà dans l'esthétique du film, c'est très souvent tourné de nuit. Et d'ailleurs le générique, bah, c'est la ville de San Francisco de nuit par exemple. Ça permet ce genre de plan magnifique à la fin. Mais ça rend aussi le film plus sombre, comme son histoire qui est beaucoup plus dure aussi. C'est hyper intéressant là où il emmène la saga, en prenant comme méchant, entre guillemets, une femme qui veut se venger d'un viol collectif qu'elle a subi. C'est plus des vrais méchants pour qui on est content que Dirty Harry tue avec son 44 Magnum. Là, on a une vraie empathie pour le personnage qui commet les meurtres. Et Clint Eastwood laisse beaucoup d'espace à la meuf. Il partage vraiment l'écran. C'est un vrai personnage secondaire. C'est un polar basique, mais sous couvert d'un rape and revenge. Et ça marche putain de bien. Et ça permet d'avoir un propos aussi. Ce que le 3 n'avait plus. Parce qu'à la fin, Clint ment pour protéger la meuf qui s'est fait justice elle-même. Parce que malgré tout, il la comprend. Il se voit en elle. Et c'est pour ça que le 4, il est meilleur que le 3. Mais ça permet aussi de voir comment justement évolue un mythe au sein d'une saga entre
ceux qui ont compris le personnage et ceux qui ont rien compris. Même dans la manière qu'a Clint Eastwood de filmer San Francisco, de nuit, mais aussi tout le temps au bord de l'eau, jusqu'au point où, au lieu de reprendre le classique du « Ah, Harry, on te jarre de la criminelle », et ben pour le protéger, il l'envoie dans une autre ville. San Polo, qui, comme par hasard, se trouve aussi au bord de l'eau. L'océan a un réel rôle dans cet épisode, et c'est ce qu'on appelle de la mise en scène, au passage. Petit bon point pour le finishing licorne à la fin, là, incroyable. Par contre, c'est dommage que l'arme qui perce le blindage ne serve à rien dans le film. Peut-être le défaut du scénario, parce qu'ils font une préparation de paiement autour de ce pistolet, pour au final, qu'il serve comme un pistolet normal à la fin du film. À quoi bon il perce le blindage alors? C'était pas nécessaire, en fait. Et puis les gars, vite fait, faut qu'on parle d'un truc. Lui, là, il était déjà pimp dans le 2, snitch dans le 3, et là, dans le 4, il est le coéquipier d'Harry. Les frères, il existe d'autres acteurs noirs, hein. Enfin bon, c'est encore une fois pour tout ça que le 4 s'intègre parfaitement dans le mythe de Dirty Harry, et c'est au passage un putain de film. Et on va finir, mais pas en beauté, avec le dernier de la série, qui s'appelle The Deadpool. No joke, hein, c'est le vrai titre anglais, ou encore l'inspecteur Harry et la dernière cible. Bref, est sorti en 1988. On va passer assez vite sur ce film, hein, parce que honnêtement, il est juste pas très bon en fait. Mais c'est marrant parce que mine de rien, il comprend peut-être mieux le mythe de Dirty Harry que le 3, mais c'est tellement mal fait. Toutes les punchlines, elles tapent à côté, la lumière, elle est moche, la réal, elle est moche aussi. Et je sais pas pourquoi, mais je l'aime presque bien ce film. Parce qu'en fait, il a un vrai côté nanar. Il essaye de son mieux pour faire un film Dirty Harry digne de ce nom, et pourtant, il rate quoi. Et ça en devient parfois presque drôle d'ailleurs, tellement c'est ridicule. Prenez juste ce plan à la fin là, Harry dans la fumée. Mais dès le début du film, c'est horrible. Dès le générique, la musique, mon dieu, ce qu'elle est chum. Rien que la musique rend déjà le film nanar en fait. Et puis il a la limite du racisme avec le coéquipier d'origine chinoise qui, comme par hasard, fait du kung-fu mal filmé en plus. Sa famille lui tatoue des trucs sur le corps contre le mauvais sort. Et puis même sa fonction de base, de définir le personnage d'Harry en tant que coéquipier, comme tout au long de la saga, est ratée. Avant, ça permettait de caractériser Harry dans l'histoire, ce qu'il est, comment il agit et comment il est perçu. Là, c'est juste montrer qu'Harry est plus fort physiquement que le sino-américain entre la salle de sport où il soulève pas la barre et le footing où il est à bout de souffle. Super. C'est marrant parce que le film est presque une mise en abîme de ce qu'il est. Parce que l'histoire tourne autour d'un réalisateur qui fait des nanars quand le film lui-même est un nanar. Et puis par contre, petit bonbon avec un Liam Neeson jeune dans le rôle du réalisateur et un Jim Carrey qui fait du Jim Carrey alors qu'il n'était pas encore Jim Carrey. Et la scène d'ailleurs est un peu horrible, mais en même temps c'est un peu drôle. Mais aussi un autre truc de pourquoi il comprend le mythe de Dirty Harry, c'est en tout cas pourquoi il ne l'oublie pas, c'est à la fin du film, le méchant il a l'arme d'Harry, ok? Il n'a plus de balles et Harry lui sort sa punchline du tout premier Dirty Harry. En gros, pour faire simple, sa punchline en la faisant courte, c'est « Tu te demandes si j'ai tiré 5 ou 6 balles, pose-toi une question, est-ce que je me sens chanceux ?» Et là, à la fin du 5, Harry dit au méchant « T'as plus de balles, la chance n'est pas avec toi. » Et il le finit au harpon. D'ailleurs, j'adore le finishing encore, hein. Et ça montre que les mecs connaissent et sont conscients du mythe de Dirty Harry en réutilisant la punchline, mais en plus à l'envers. Mais c'est pas pour autant que ça en fait un bon film. Donc voilà pour toute la saga Dirty Harry et l'évolution d'un mythe. Pour résumer, le premier, c'est la création du personnage et la création du coup du mythe et de son univers. Le 2, c'est comment prendre à contre-pied le premier pour encore mieux redéfinir son mythe. Le 3, c'est complètement oublier le mythe parce qu'au final, le film se serait fait sans l'inspecteur Harry, ça aurait été la même chose. Le 4, c'est justement le retour du mythe et comment le redéfinir en prenant ses codes et en les tordant. Et le 5, c'est connaître son mythe, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et surtout une saga comme Dirty Harry, on peut vite tomber dans le nanar. On va s'arrêter là parce que la vidéo a duré assez longtemps. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a grave kiffé le faire avec Mathieu. Moi, j'ai adoré redécouvrir les Dirty Harry. Et honnêtement, je vous invite aussi à aller voir par vous-même les 5. Parce que honnêtement, il y a des bons films et il y en a aussi surtout des très très bons. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Banks!